Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux Mastart du jour. Mastart garçon, ça s'est pas très bien passé du côté de l'équipe de France, mais on y reviendra. Et du côté des filles, là, ça s'est beaucoup mieux passé du côté de l'équipe de France. On parlera aussi de la sortie médiatique de Quentin Fillon-Maillet. Je donnerai mon avis dessus, parce que je sais qu'il n'aime pas trop les critiques, j'ai l'impression. Et puis on parlera du côté des classements également de la Coupe du Monde, parce que voilà, c'était la dernière épreuve avant les championnats du monde qui, eux, ne comptent pas dans le classement de la Coupe du Monde. Donc ça permet de faire un point avant les 3 derniers rendez-vous de la saison. Oslo, Camioret, et j'ai oublié la manche américaine, mais qui seront en fin de saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment des compétitions de biathlon et de cyclisme, surtout à partir de la semaine prochaine, où on va avoir notamment les Trofeo Palma de Majorque. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également partager cette vidéo à Quentin Fillon-Maillet si vous avez envie. Et puis, n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce 15 km Mastart chez les garçons. Comme je disais, donc ça a été une course qui était dans des conditions qui m'avaient pas l'air d'être techniques au niveau... il faisait froid, mais ça avait pas l'air d'être difficile en termes de... Enfin, on a eu des conditions un peu plus compliquées en termes de fart avant, mais c'est vrai qu'avec la fin des farts fluorés, ça a été compliqué pour les Français aujourd'hui. Ils l'ont dit, les techniciens, ils se sont plantés. En fait, le produit ne tenait pas. Quand tu regardes alors déjà les premiers tours sont pas excellents en termes de temps de ski, mais on va surtout se baser là-dessus parce que le produit s'est vraiment dégradé. Et quand tu regardes les analytiques en détail, vous avez le fichier PDF qui se retrouve sur le data center de l'IBU. Vous voyez bien que sur les 2 derniers tours, tous les Français décrochent vraiment. Tous les temps de ski sont mauvais du côté de l'équipe de France. Le moins mauvais est celui de Quentin Fillon-Maillet. Et ensuite, ça se dégrade. Et le plus mauvais est celui de Fabien Claude. Là, je pense qu'il y a vraiment une méforme quand même en plus du côté de Fabien Claude. Mais on va revenir sur tout ça, bien entendu. Mais voilà, les techniciens français, on l'ont dit, sur la course des garçons, ils se sont plantés. On le savait avant le début de saison qu'il y aurait des plantages sur les farts. C'est c'est pas une surprise. Les Norvégiens l'ont eu, je crois, du côté d'Östersund où il y avait une course où ça n'avait pas été top. Je sais pas si c'était pas par contre du côté des filles. Les Suédois, on ne sait pas si c'est le fart ou moi je pense que c'est plutôt l'altitude, mais c'est peut-être le fart qui a fait que ce week-end ça a été compliqué du côté d'Antols. Mais on savait qu'avec ces nouvelles règles, ça allait être compliqué, que ça allait peut-être un peu rebattre les cartes. On voit par exemple cette année, les Suisses sont quand même un peu plus proches des top nations. C'est peut-être aussi ce qui a permis à Lena Ikigross de s'imposer. C'est le changement au niveau des farts. Donc on voit que c'est à certaines nations qui s'en sortent un peu mieux. Les Américains sont peut-être un peu plus proches. Il leur manque encore un petit peu de densité d'équipe. Mais c'est intéressant de voir que c'est compliqué maintenant sans les farts fluorés. Là aujourd'hui les Français se sont plantés, peut-être que les Norvégiens se planteront au championnat du monde, bon on verra ça. Vainqueur du jour, Christiansen. Depuis le petit coup de pression de Siegfried Massé, je trouve que Christiansen est excellent. C'est vrai il sort sur 2 semaines qui ont été très très bonnes. Il a été très très bon à Ruhpolding, Christiansen. Moi je l'avais trouvé impressionnant. On sentait que il avait envie de montrer à tout le monde et notamment au coach norvégien ce qu'il savait faire. Et là, cette semaine, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à confirmer. Ce que je reproche à cette équipe de France de ne pas réussir à confirmer sur les résultats. Lui, il a réussi à confirmer cette semaine en Italie avec une super Mastart. Le temps de ski est très bon. Je regardais ça au niveau des analytiques. Il fait le 9e temps de ski, mais en sachant qu'il a quand même pas mal relâché sur le dernier tour. Il est 2e temps sur le tour numéro 3, 3e temps sur le tour numéro 1, et ensuite 4e temps, notamment sur le tour numéro 4.
Donc c'est vraiment bien en termes de temps de ski. Sur le dernier tour, après, bon, il avait une petite marche sur ses adversaires, donc il n'était pas obligé d'autant forcer. Je pense qu'il a pu commencer à ralentir un petit peu le rythme. Donc on voit le très bon niveau de performance de Christensen et surtout au tir. 19 sur 20 avec un temps de tir qui a été excellent aussi parce qu'il est quatrième au temps de tir, vraiment quand on prend en compte que le temps de tir, et sur l'installation, la sortie du pas de tir, elle est troisième. Donc ça c'est vraiment des scores qui sont très intéressants. Il fait notamment un tir en 21 secondes 5, donc ça c'est très très bien, et même son dernier tir, il le fait en 20 secondes. J'ai pas le dixième, 20 secondes pile, il semblerait, donc ça a été très très rapide quand même du côté de Christiansen qui a fait une super course aujourd'hui. Donc ça montre encore une fois cette équipe norvégienne compliquée, parce qu'avec Swerum qui fait une belle course aujourd'hui, ça va même compliquer, ça va encore donner des nœuds à la tête au coach norvégien aujourd'hui, parce qu'avec Swerum qui monte sur le podium, on élimine qui quoi, Sturla qui fait pas une bonne course aujourd'hui. Ça va être dur cette affaire-là. Deuxième, Johannes Dahle. Toujours aussi fort sur les skis, ça c'est clair et net. Dans le dernier tour, il met quand même des menaces Dahle qui sont assez dingues. Il met une menace à Swerum quand même dans les montées. Et il a été très très fort. Et je suis pas sûr en plus que ça soit le parcours à Antols qui correspond le mieux à ses qualités. 18 sur 20. 2 erreurs sur le debout, par contre un excellent coucher pour Dahle, et son temps de ski, donc il est deuxième en temps de ski, le meilleur étant Johannes Bö aujourd'hui. Il finit à 20 secondes de Johannes Bö en termes de temps de ski, mais il a été excellent Johannes Dahle sur le tir, et un nouveau podium tout à fait mérité pour le Norvégien, qui lui aussi montre cette année que ça fait partie des hommes forts de cette équipe. Je dirais Dahle, les frères Bö, Christiansen et même Sturla, on montre qu'il y a une vraie présence pour ces coureurs-là, ce qui fait que c'est compliqué pour un Swerum, parce qu'il doit être au niveau de ces mecs-là, qui sont déjà à un niveau qui est excellent. Donc c'est vrai que pour trouver la régularité pour Swerum, c'est pas évident du tout, pour le Norvégien qui prend aujourd'hui une belle 3e place. Alors le temps de ski est pas fantastique, il est 14e, donc à 1 minute 01. C'est sûr que si tu regardes par rapport à ses homologues, c'est pas exceptionnel. Par exemple, il est que 30 secondes devant Quentin Fillon-Maillet sur le temps de ski. Et surtout, il a démarré en fait très calmement Swerum. C'est-à-dire qu'il commence 25e temps de ski, puis 17e temps de ski, 5e temps de ski sur le 3e tour, 12e temps de ski sur le tour numéro 4 où il perd quand même 25 secondes. Il fait pas un très bon tour numéro 4. Et ensuite, 8e temps de ski sur la fin. Donc c'est vrai qu'avec un 19 sur 20, c'est frustrant ce temps de ski qui est peut-être un peu moyen, parce que tu t'aperçois qu'avec un meilleur temps de ski, s'il est par exemple dans le top 10 en termes de temps de ski, il peut jouer avec Christiansen, parce que Christiansen il est 9e temps de ski aujourd'hui. Donc tu vois, avec un temps de ski légèrement meilleur, et c'est 10 secondes de mieux, on parle de 10 secondes, ça aurait peut-être pu être pas mal et jouer pourquoi pas la gagne, et surtout être devant Johannes Dahle. Et puis surtout quand Dahle il a attaqué, lui il a complètement explosé. Bon, on passe au gros dossier du jour chez les garçons, Quentin Fillon-Maillet. Donc 4e aujourd'hui Quentin, avec un tir qui n'a pas été mauvais, loin de là, 20 sur 20 aujourd'hui. Donc c'est vrai que encore une fois, sa course elle est bonne à Quentin sur le temps de tir. En plus, il a le meilleur temps de tir aujourd'hui, Quentin Fillon-Maillet. Il a le shooting est vraiment le plus rapide, c'est-à-dire qu'il est 10 secondes plus rapide que Swerum sur la phase de tir. Donc que sur le tir. Il colle 25 secondes dans ce domaine-là à Dahle. Sauf que, à l'inverse, il prend 1,30 sur les skis. Et on regarde bien que le 1,30, encore une fois, c'est vraiment sur les 2 derniers tours que ça s'est dégradé. Premier tour, il perd 4 secondes 3. Deuxième tour, il est à 9 secondes 8. Donc au tour, il est 15e. 15 secondes 6 sur le 3e tour. Donc là, tu sens que ça commence déjà à se dégrader. Sur le 4e tour, il prend 30 secondes. Sur le 5e tour, il en prend 40. Alors après, il a peut-être un petit peu relâché sur la fin quand même
Quentin Fillon-Maillet, parce que, bon, bah, encore une fois, hein, quand le matériel n'avance plus, ça devient compliqué. Et puis, il a compris assez vite qu'il ne pourrait pas jouer le podium. Il faut savoir qu'avant le dernier tir, il a 20 secondes d'avance, Coco, sur Dalleux et sur Swerum. Il a perdu quand même plus de 30 secondes sur ces mecs-là dans le dernier tour. Donc ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Les skis n'étaient pas bons. C'est lui qui s'en sort, je dirais, le mieux au niveau temps de ski. Je me dis quand même que quand on regarde Oscar Lombardo, c'est aussi celui qui a fait le premier temps, le premier tour, le plus rapide. Je pense qu'en termes de gestion de course, ça n'a pas été totalement parfait du côté de Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il fait 9e temps sur le premier tour. Si on compare à ses petits copains français, Émilien Jacquelin, donc lui est 12e sur ce premier tour. Éric Perrault est 21e. Après, ils finissent pas beaucoup mieux sur le dernier tour. Ils se prennent plus de 40 secondes aussi à chaque fois. Celui qui s'en sort presque le mieux parce qu'il est régulier dans sa perte, dans sa positionnement, c'est Lombardo, qui est très régulier dans sa perte de temps. Parce que même Fabien Claude, il finit 30e temps de ski à la fin. Son dernier tour, c'est le plus mauvais de tous les concurrents. Mais on voit que ça a été compliqué pour les Français. C'est peut-être là où il y a peut-être quelque chose de mieux à faire aujourd'hui pour Quentin Fillon-Maillet. C'est peut-être sur ce premier tour où il est peut-être parti une chouille vite. Après, c'est plus facile à dire quand on est dans son canapé, comme dirait Quentin Fillon-Maillet. Là, on voit sur les analytiques que c'est peut-être là. Mais après, je suis pas sûr que ça lui aurait permis d'aller chercher le podium. À froid, quand tu regardes les temps de ski là, tu vois que c'est pas bon. Par contre, on aurait pu se passer de sa leçon de morale en interview. Je trouve que... Alors, on peut comprendre la déception d'un sportif à l'arrivée de la course. Voilà, il était déçu. Mais sa leçon de morale n'avait rien à faire là. J'espère même qu'il s'excusera parce que je trouve qu'il a un peu insulté quand même les suiveurs du biathlon. Je vois où il veut en venir un petit peu Quentin Fillon-Maillet, mais la manière dont il l'a dit, c'était une catastrophe. Je pense qu'il voulait parler des insultes sur les réseaux sociaux. Enfin, j'espère que c'est de ça dont il voulait parler, Quentin Fillon-Maillet. Son interview de 4 minutes à la chaîne L'Équipe. Sauf que, déjà, il fait un amalgame entre les gens qui critiquent et les gens qui insultent. Je suis désolé, mais il y a des gens qui critiquent aujourd'hui qui critiquent l'équipe de France de biathlon et qui, je trouve, ont des arguments qui sont très intéressants. En plus, il faut quand même rappeler que c'est quand même les concurrents qu'ont viré les précédents entraîneurs. Ça, il faut le rappeler quand même, et il faut l'avoir en tête. Donc, je trouve que Quentin Fillon-Maillet, quand il dit vous avez qu'à regarder Énergie 12 si vous voulez critiquer des gens, ça, je trouve ça insultant déjà pour les gens qui ont des critiques constructives, encore une fois, parce que grosso modo, dans sa tête, ça veut dire qu'ils sont débiles et ils peuvent pas comprendre le biathlon. Donc ça, je trouve que c'est c'est presque humiliant pour les gens qui regardent le biathlon. C'est des propos qui n'ont pas leur place. Et je trouve surtout qu'on a le droit de critiquer. On a le droit de critiquer. Quand il dit aussi que vous avez qu'à prendre une licence au lieu d'être dans votre canapé, limite avec votre bière, alors déjà, bande de feignasses, grosso modo, c'était un peu ça dans l'idée. Déjà, je trouve ça encore insultant parce que tu peux tu peux avoir ta bière et avoir une critique constructive. Tu peux ne pas pratiquer le biathlon, avoir une critique constructive. Et s'il y avait seulement les gens qui pratiquaient le biathlon, qui pouvaient parler de biathlon, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui regarderaient le biathlon sur la chaîne Équipe, parce que je crois que les licenciés en biathlon, c'est 1000 ou 1500 aujourd'hui. C'est pas ça qui permet de faire vivre un sport. C'est grâce aux gens qui ne pratiquent pas la discipline que tu peux faire vivre un sport. Et l'entre-soi, j'ai jamais trouvé ça très intéressant. Et en plus, le fait de ne pas pratiquer ce sport-là, mais peut-être de pratiquer un autre sport, ça peut te permettre d'avoir une autre vision et d'avoir une critique constructive. Et je trouve cet argument, mais c'est pas le seul à l'utiliser, cet argument-là, de dire il n'y a que les gens qui pratiquent qui peuvent comprendre.
Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Parce que ça veut dire, par exemple, j'espère que Quentin Fillon-Maillet, par exemple, ne parle pas de politique. J'espère que Quentin Fillon-Maillet ne parle pas, je sais pas moi, de jeux vidéo. Parce qu'il n'en fait pas de jeux vidéo. J'espère que Quentin Fillon-Maillet ne parle pas de télévision, parce qu'il n'en fait pas de télévision. J'espère que Quentin Fillon-Maillet ne parle pas de mecs qui font des vidéos YouTube, parce qu'il n'en fait pas de vidéos YouTube. C'est stupide d'avoir ce raisonnement-là. Des gens qui ne pratiquent pas une discipline peuvent comprendre cette discipline, même sans la pratiquer, et peuvent aussi avoir un regard extérieur, qui peut être très intéressant. Donc je trouve que cet argument-là est stupide, et j'aime absolument pas les gens qui l'utilisent. Donc j'espère qu'il s'excusera, parce qu'on peut comprendre à chaud, encore une fois, même si j'aurais préféré que même à chaud il ne fasse pas ce type de remarques, mais surtout son argumentaire est très mauvais, en fait, à Quentin Fillon-Maillet, parce qu'encore une fois, le fait de dire vous avez qu'à prendre une licence pour voir comment c'est difficile le biathlon, il n'y a pas besoin de prendre une licence pour comprendre que c'est difficile le biathlon, de mêler deux sports, c'est compliqué. Et le fait de dire il n'y a que les gens qui pratiquent le biathlon qui peuvent comprendre, ça je suis désolé, c'est très mauvais. C'est très mauvais, et ensuite il y a un entre-soi. Et Quentin Fillon-Maillet, c'est grâce aux gens qui ne pratiquent pas le biathlon aujourd'hui qu'il a peut-être comme sponsor Juraflor. S'il n'y avait que les gens qui pratiquaient le biathlon, qui regardaient le biathlon, il n'aurait pas Juraflor comme sponsor. Il aurait beaucoup moins d'argent, je pense. Quand il parle également des réseaux sociaux, il dit grosso modo, j'en ai marre de me faire critiquer sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, encore une fois, il y a des gens qui ont une critique qui est tout à fait intelligente. Mais surtout, je rappelle qu'il a aussi voulu s'exposer sur les réseaux sociaux, Coco. Quand l'année dernière, il a décidé de faire une série de vidéos sur YouTube. Il a une chaîne YouTube, Quentin Fillon-Maillet. Il y a quelques vidéos, parce qu'ils ont arrêté assez vite, je pense que quand ils ont compris que l'année dernière, déjà, c'était pas top en termes de résultats, et peut-être que l'ambiance dans l'équipe était pas excellente. Antonin Guigona, je crois, a fait des vidéos sur YouTube. Je sais plus s'il en fait encore. Et puis il a des pages sur les réseaux sociaux, je suis quasiment sûr, Quentin Fillon-Maillet. Donc il veut aussi s'exposer. S'il veut pas être critiqué sur les réseaux sociaux, s'il veut pas s'exposer, il n'est pas obligé de faire tout ça. Alors après, peut-être qu'il gagnera moins d'argent aussi, parce qu'il n'aura pas les sponsors sur les réseaux sociaux. Mais il faut bien le comprendre qu'aujourd'hui, quand tu es sportif de haut niveau, il faut accepter déjà la critique. Il faut aussi accepter les débordements derrière. Ça fait partie du job maintenant. On est en 2024, ça fait partie du job. Et c'est pas le seul domaine où tu es exposé et où tu peux te faire insulter. Je me suis déjà fait insulter dans les commentaires sur YouTube. Voilà. J'ai pas engueulé tout le monde parce que je me suis fait insulter dans les commentaires dans YouTube. J'ai juste supprimé le commentaire, voilà. Il peut signaler tous les commentaires qu'il reçoit qui sont désobligeants, et il n'est pas obligé de faire cette leçon de morale, mais j'ai trouvé que le passage sur Énergie 12, sur Énergie 12 est très... Déjà, c'est faire une généralité. Vous savez que j'aime pas quand on fait des généralités, mais c'est insultant de considérer que les gens qui critiquent sont débiles, qu'il n'y a que toi qui as la connaissance et que les autres, ils n'ont pas la connaissance. Et je trouve que son passage où il faut prendre une licence pour comprendre ce que c'est le biathlon, je trouve ça aussi d'une stupidité sans nom. Je termine. Vous pouvez l'envoyer ce passage-là à Quentin Fillon-Maillet. Je continue avec Johannes Beu. Et, je voulais terminer avec ça. Déjà, il faudrait peut-être assumer aussi à un moment, donc d'être exposé sur les réseaux sociaux, il faudrait peut-être assumer également les résultats qui ne sont pas bons cette saison et les attentes des supporters. Il faudrait peut-être qui n'ont pas été réalisés cette année. Encore une fois, c'est la pire saison de l'équipe de France depuis 86-87. À une époque où on ne misait pas sur le biathlon, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être aussi comprendre que les supporters avaient des ambitions fortes et que depuis 2 ans, les supporters mangent un petit peu leur pain blanc. Et il faudrait également se dire, est-ce que Johannes Beu a déjà tenu ce genre de propos de cette manière-là? Je ne crois pas. Dorothée Avireur non plus. Et quand tu es le leader d'une équipe, je considère que tu ne peux pas avoir des propos de ce type-là.
de cette manière-là. Et je trouve par exemple la critique des réseaux sociaux, je considère que Sophie Chauveau, quand elle se fait critiquer, je ne sais plus, c'était après un des relais, en début de saison où elle se fait critiquer, Sophie Chauveau, je trouve que la manière dont elle avait répondu en interview sur la chaîne Équipe en disant « Et les mecs, calmez-vous un petit peu, c'est que du sport », c'était bien plus intelligent que la manière dont Quentin Fillon-Maillet l'a fait aujourd'hui. Maintenant, le chapitre est clos, on peut continuer avec Johannes Beu. Johannes Beu, c'est pas fou cette année, Johannes Beu. Alors c'est pas fou Enfin, c'est pas fou. C'est-à-dire que Johannes Beu, il a du mal depuis le début de saison. Alors je trouve déjà que c'est debout. Alors c'est dommage parce que hier il fait un très bon debout. Mais aujourd'hui son debout, il y a toujours ces petites erreurs qui traînent. Et je trouve que c'est le cas depuis le début de saison. 2 erreurs sur le coucher d'entrée, forcément ça le met aussi en difficulté. Même si le temps de ski aujourd'hui était très bon. Je trouve que les jambes sont de mieux en mieux du côté de Johannes Beu sur cette semaine. Mais il y a ces erreurs au tir. Il n'a pas la régularité qu'il avait l'année dernière. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est dû à une préparation qui a peut-être été un petit peu plus tardive. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont déréglées. Peut-être qu'il a décidé de mettre en place de nouvelles techniques d'entraînement qui pour le moment ne portent pas entièrement leurs fruits. Mais Johannes Beu est moins dominateur que l'année dernière. En même temps, il était sur une planète exceptionnelle. Il était au-dessus largement du lot. Et je trouve que du côté de Johannes Beu, les courses sont pas parfaites. Même quand parfois il s'est imposé, c'était pas une course exempte de petits défauts, notamment au tir. Je trouve que cette année, sur les skis, il a peut-être pas été dominateur. Ce qui peut arriver aussi, l'année dernière, elle était tellement au-dessus du lot qu'elle était au-dessus du lot chaque année, c'est un peu compliqué. Mais surtout, je trouve, du côté de Johannes Beu, qu'au niveau du tir, là, il y a des erreurs, et que ça serait bien de corriger ces petites erreurs avant les championnats du monde, parce que ça pourrait peut-être lui coûter des titres et des podiums. Tarier, toujours plus en difficulté maintenant sur les courses à 4 tirs, on va dire format mass start et format poursuite. Le chat a décidé de rentrer dans la litière, donc vous allez entendre un chat qui va gratter très fortement la litière. Mais du côté de Tarier-Beu, on voit que sur ces épreuves-là, alors c'est fou parce que le sprint c'est très bien, l'individuel il s'en sort aussi très bien, mais mass start poursuite, je trouve que c'est 2 disciplines où maintenant il a du mal, Tarier-Beu. Ça date pas de cette année, ça date également des années précédentes. Parce que là, le score est pas mauvais, 19 sur 20, sauf que il finit seulement 6e avec ce score-là. Le temps de ski de Tarier, 5e à 44 secondes. Et un dernier tour qui est pas top. Il perd 20 secondes dans le dernier tour, par exemple. Les 2 derniers tours sont pas bons. Il perd 17 secondes 3 sur le tour numéro 4, 20 secondes sur le tour numéro 5. Alors que sur l'individuel, il s'en sort bien, sur le sprint, il s'en sort bien. Donc c'est ça qui est assez surprenant avec Tarier-Beu. Je ne sais pas pourquoi, sur la poursuite et sur la mass start, c'est devenu des disciplines où il a un peu plus de mal. Je trouve quand même qu'au niveau des jambes, cette semaine, c'est un petit peu moins bien. Alors, j'espère qu'il arrivera à se remettre un petit peu dedans par rapport à la semaine prochaine. Jasper Nelin, 7. Pas grand chose à dire sur Jasper Nelin, à part que les Suédois cette semaine, c'était pas ça. Au niveau des temps de ski, chez les filles, ça a vraiment pas été bon. Chez les garçons, c'était quand même pas foufou non plus. Donc, est-ce que c'est dû à l'altitude ? On sait que c'est pas forcément leur spécialité. Est-ce que c'est dû à un fart, à des skis qui n'étaient pas efficaces cette semaine ? C'est difficile à dire. Mais du côté de Jasper Nelin, 7e place. Bon, c'est dommage le temps de ski qui ne lui permet pas d'aller chercher la cérémonie des fleurs. Bon, voilà, c'est un petit peu triste. Stadler, bonne semaine pour lui. On a beaucoup parlé de l'Enaiki Gross, mais je trouve que Stadler, Sébastien Stadler a été bon. 19 sur 20 encore aujourd'hui. 43 secondes, il fait top 10. Très bon résultat pour le Suisse. Et encore une fois, je trouve que cette année, la Suisse, je ne sais pas si c'est la fin des farces fluorées, mais je trouve que les résultats des Suisses cette année sont pas mauvais. Alors c'est encore inconstant, ça a encore un petit peu du mal sur la régularité, mais je trouve que les résultats sont pas mauvais. Justus Trello, 18 sur 20,
C'est le meilleur Allemand aujourd'hui. Des mauvais tirs chez les Allemands. Voilà, contrairement aux autres courses, c'est vrai qu'ils étaient à un niveau de tir qui était vraiment excellent. Là aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué pour Justus. J'ai pas regardé son temps de ski à Justus. Strello, c'est pas fou non plus parce qu'il est 16e. Donc peut-être aussi un souci de phare chez les Allemands. Parce que si je regarde les autres Allemands, Navrat, bah non, Navrat est 3e temps de ski. Donc Roman Rees il est 18e temps, Benedict Doll est 6e temps de ski. Donc non, c'est pas un souci forcément de jambes. Otto Evenius, 10e, très belle semaine pour le Finlandais. Encore un top 10 aujourd'hui. C'est vraiment un terrain qui lui réussit extrêmement bien à Evenius. Donc il peut être satisfait de cette semaine. Ça va lui permettre de monter en confiance pour la suite. André Stromsheim, aujourd'hui dernier Norvégien avec un 17 sur 20, une 0,5. Le temps de ski était pas top pour Stromsheim. Pas top. Il est 12e temps de ski. Par rapport aux autres Norvégiens, c'était un peu en dessous. Donc il faudra faire attention. Rastor Gouldiev juste derrière. Lui, il prend la 12e place avec le 13e temps de ski. Et surtout, il finit pas bien, Stromsheim. Dernier tour, il perd 28 secondes. Pas foufou ça, hein. Pas l'idée du siècle de perdre autant de temps sur le dernier tour. On voit que le dernier tour a fait des gros dégâts par contre, hein. Ponsiluoma, toujours de ces erreurs qui traînent pour Ponsiluoma. Depuis le début de saison, il y a toujours des erreurs au tir. Encore une fois, c'est dommage parce qu'il n'a pas réussi véritablement à faire une course parfaite depuis le début de saison du côté du tir. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Là encore, 17 sur 20. C'est jamais catastrophique du côté de Ponsiluoma. C'est assez rarement catastrophique, mais il y a toujours ces petites erreurs qui traînent. Et puis Roman Rees, 18 sur 20 devant Benedict Doll, Johannes Kuhn. On va maintenant... Et Sturla, très mauvaise course de Sturla, hein. 3 fautes sur le premier couché, ça te met hors jeu, mais c'est surtout, on rappelle encore une fois, le tir couché, c'est un tir technique, c'est pas un tir où tu te fais vraiment envahir par les émotions, surtout quand c'est le premier tir de la course. Donc là, c'est pas top. Et Jacques, la semaine de Sturla n'a pas été exceptionnelle. Après, c'est vrai, 2 week-ends qui avaient été bons en Allemagne. Là, sur ce 3e week-end, ça a été plus compliqué. Peut-être un petit peu de fatigue pour Sturla, parce qu'on enchaînait un 3e week-end en 3 semaines, ce qui n'est jamais vraiment évident. Samuelson, 18 sur 20. Le temps de ski, pas bon pour Samuelson par rapport à ce qu'il a fait sur le reste des autres épreuves. C'est vrai que là, on sent vraiment un coup de moins bien. Seulement 10e temps de ski pour Ponsiluoma. Et pour Samuelson, on est sur le 22e temps de ski. Donc il est derrière Quentin Fillon-Maillet en temps de ski. Donc pour Samuelson, c'est vraiment pas top, encore une fois. Donc est-ce que c'est l'altitude? Est-ce que le problème, c'était la situation en altitude, le froid, le fart? On ne sait pas, mais il a eu du mal. Lucas Hofer, lui, 20e. Et puis donc du côté des Français, alors que vous entendez enfin le chat qui gratte, pas encore, c'est pas encore totalement fini. Vous avez Émilien Jacquelin, donc qui finit avec un 17 sur 20, mais vous voyez, ce qui est dommage avec Émilien, c'est le dernier tir debout, parce que c'est vrai qu'il faisait une belle course jusqu'au dernier tir debout. Après, encore une fois, le temps de ski est pas bon, mais encore une fois à cause du fart. Éric Perrault, là aussi le debout, c'est dommage, il y a un peu trop de fautes sur le debout parce que le coucher était réussi. C'est dommage aussi du côté d'Éric Perrault parce que hier c'était pas mal au niveau de sa course, donc voilà, dommage, il finit juste devant Rittmüller, l'Allemand qui a fait une belle semaine. Et puis Oscar Lombardo, lui il a perdu du temps régulièrement. C'est l'un des rares même, du côté de l'équipe de France qui a perdu à peu près le même temps, que ce soit à la fin du premier tour et sur le reste. Donc 17 sur 20, après c'est une mass start en Coupe du Monde. Je pense qu'il a dû prendre pas mal d'expérience sur cette épreuve, surtout avec des conditions de ski pareilles. Giacomel, très mauvaise course aujourd'hui, avec 8 fautes pour Giacomel. Ça commence à faire beaucoup, mais il finit quand même devant Fabien Claude. Fabien Claude, ça a été compliqué. Le temps de ski est catastrophique. Alors, c'est pas que le fart, là, aujourd'hui, Fabien Claude. Je pense qu'il y avait une panne physique du côté de Fabien Claude. C'est compliqué en ce moment pour Fabien Claude, parce que c'est vrai que Oberhof, c'était très bien. Ruhpolding, un peu moins bien. Là, du côté
de cette épreuve du côté d'Antol, ça a été vraiment très compliqué. Et ça fait chier un petit peu pour lui, parce que c'est vrai qu'après Oberhof, moi je m'étais dit, enchaînement de résultats, ça va peut-être un peu tracter le reste de cette équipe de France, et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est 28e temps de ski, donc il y a juste Artem Prima et son frère qui sont moins bien. Et surtout, il a fait le moins bon temps des 2 derniers tours. Et il perd 1,23 sur le dernier tour, seulement sur le dernier tour, 1,23, et 59 secondes sur le tour d'avant. Et il est aussi le moins bon temps du tour numéro 3. C'est-à-dire qu'il n'y a que sur les 2 premiers tours où il est 20e temps, et ensuite il est 30e temps des 3 derniers tours. Donc là, je pense qu'il y a quand même une panne de jambes aussi du côté de Fabien Claude, parce qu'il est largement largué par rapport à ses petits copains sur cette épreuve. On passe tout de suite à la course des filles. On passe désormais à la Mastart des filles, et on avait des inquiétudes avant cette Mastart. Et oui, avec les soucis de glisse sur l'épreuve de garçons, on se disait, est-ce que les techniciens vont réussir à rectifier le tir ? Ils avaient seulement 1 heure entre les 2 courses, le délai était assez réduit, parce que la course masculine a dû se finir à 13h. Est-ce que j'ai le end time ? Normalement, c'est page 1. Non, end time à 13h11, et la course des filles commençait à 45. Donc il y avait, on va dire, 1 heure pour rectifier le tir, à peine 1 heure pour rectifier le tir et donner des bons skis, vu qu'ensuite il y a le test fluor qui est une demi-heure avant le début de la course. Donc ça laissait très peu de temps pour rectifier le tir. On se disait, si on a fait une mauvaise course avec les garçons au niveau du temps de ski, ça peut être vraiment une inquiétude pour les filles. Sauf que, chapeau aux techniciens. J'aurais aimé que Quentin Fillon-Maillet parle des techniciens, et parle du travail compliqué des techniciens, et du fait que de temps en temps ils peuvent se planter, plutôt que de nous faire la morale sur les réseaux sociaux. Et on peut saluer aujourd'hui le très bon travail des techniciens d'avoir réussi à rectifier le tir, parce que pour eux aussi, c'est quand tu t'aperçois au bout de 2 tours de course que les mecs ils sont pas dans le coup, eux aussi ils sont sur le bord de la piste, Les techniciens, ils sont sur le bord de la piste, ils voient les résultats, ils voient que les temps sont pas bons. Tu te dis que peut-être à cause de toi, tu es en train de faire planter les résultats de l'équipe. Donc c'est dur quand même à vivre mentalement. Et ils ont réussi à se remettre dedans, à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ? Tiens, si on tente de mettre ce farte-là, de faire cette composition de ski-là, peut-être que ça peut marcher, peut-être qu'on peut régler les problèmes qu'on a eus. Et je trouve que la manière dont ils ont rectifié le tir sur la course des Françaises, il faut leur tirer vraiment un grand coup de chapeau aujourd'hui. On parle assez peu des techniciens au niveau du fart, et on en parle rarement quand ça a très bien marché. On en parle souvent quand ça marche pas. Aujourd'hui, il faut notifier le travail et l'évolution qu'ils ont réussi à faire entre les paires de ski des garçons et les paires de ski des filles. Donc chapeau du côté de l'équipe de France, du côté des techniciens. Et ce soir, il faut vraiment bravo, parce qu'il faut réussir à se mobiliser, et c'est pas toujours facile également pour les techniciens. Victoire aujourd'hui de Julia. Encore une fois, des tirs debout qui ont été monstrueux de la part de Julia Simon. Enfin, son dernier debout, elle a encore tué le suspense. Elle a tué le suspense. Alors qu'on aurait pu se dire, il y a Lou Jean Monod, pourquoi pas ? Non, elle a tué le suspense. Elle a dit, pan, voilà, elle a aligné les 5 cibles, elle a dit, le suspense, on l'envoie chier. Non, mais c'est exceptionnel, Julia Simon, parce que quand tu vois... On parlait de Quentin Fillon-Maillet, mais quand tu vois son niveau de forme sur la première partie de saison, c'était compliqué quand même, Julia Simon, notamment à Östersund. C'était très dur à Östersund, physiquement. Elle s'est pris une petite claque dans la gueule. Or, Filzen, pas simple, surtout quand tu vois en plus la montée en puissance de Justine Brezaz. Déjà, à Lanza Rail 2, on a beaucoup parlé de Justine Brezaz, mais il y avait une montée en puissance de Julia Simon. On en avait un petit peu parlé sur la chaîne, que les temps de ski étaient de mieux en mieux. Et puis là, les 3 semaines de janvier, ça a été vraiment excellent pour Julia Simon, et il va falloir faire attention à elle, très clairement. Aujourd'hui, elle est 7e temps de ski. C'est pas la meilleure au niveau des skis aujourd'hui. 7e temps de ski. Alors après, vous avez Lampic qui a été au-dessus du lot, encore une fois. En 3e temps de ski, je crois que c'est Justine, qui est 2e ou 3e temps de ski. Justine, elle est 2e temps de ski, donc ça c'est très bien aussi. Mais les Françaises ont été très fortes sur les skis aujourd'hui.
Gilles Guigona, on en reparlera, mais ça a été excellent aussi. Et Sophie Chevaux, je crois, est troisième temps de ski. Je crois que c'est Sophie qui est troisième temps de ski, donc elle est septième temps de ski. C'est la moins bonne des Françaises sur les skis, même Julia Simon aujourd'hui. Par contre, au niveau du tir, bah, elle fait le meilleur temps de tir. Ce qui est fort avec Julia Simon, et je trouve que peu de biathlètes sont capables de faire ça, c'est qu'elle est capable de changer de modèle de tir. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait sa force, notamment cette année, c'est qu'elle est capable de faire un tir très posé, très calme, comme on l'a vu sur l'individuel court, où elle est capable de poser et de faire son mouvement voilà, de manière très calme, très posée, comme elle est capable de faire un tir debout, où elle aligne les 5 cibles. Là aujourd'hui, elle met son tir debout 18 secondes. Elle fait un tir en 16 secondes 9, hein, quand même. Sur un debout, hein, 16 secondes 9. Vraiment, vraiment très très costaud sur les deux tirs debout. 16 secondes 9, 18 secondes. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui arrivent à faire ça aujourd'hui. Donc vraiment, elle a aligné les cibles. Le dernier debout, il est impressionnant. Et puis elle a réussi à se remettre dedans parce que quand elle sort, elle est à 8 secondes de Lou Jean Monod. Mais elle a réussi à faire le job sur le dernier tour. Donc non, très très fort de la part de Julia. Course très solide, nouvelle victoire. Au niveau des points en Coupe du Monde, elle rattrape vraiment son retard du début de saison. Donc non, là, elle enchaîne les grosses performances. Elle arrive en pleine confiance avant les championnats du monde à Novo Mesto. On espère que ça va faire des titres de championne du monde pour Julia Simon. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Que les Françaises caracolent, parce que ça serait dommage voilà, de se rater sur les championnats du monde après avoir fait une saison comme celle-là jusqu'à maintenant. On espère maintenant qu'on va enchaîner les titres du côté des filles. Elle le mériterait en plus, hein, parce que, encore une fois, Julia Simon, il y a eu l'extra sportif qui n'a pas été simple à gérer. Et Justine Brezaz, c'est l'année de son retour et elle n'a jamais autant dominé. Et en plus, il manque à Justine ce titre de championne du monde en individuel. Lou, elle monte en puissance, donc il y aurait vraiment des choses à faire sur ces courses-là. Lou Jean Monod, quatrième temps de ski, donc plus rapide que Julia Simon. Encore une fois, il n'y a que Sophie, Lampic et Justine qui sont plus rapides. Donc on va dire des filles normales. Elle est plus rapide que Tendrevold, elle est plus rapide que Heikki Gross, elle est plus rapide que des filles comme ça. Donc c'est très très bien. C'est presque même son meilleur score depuis le début de saison sur les temps de ski. Donc là c'est une très belle performance. En même temps c'est un petit peu ce qu'on avait vu sur les derniers jours, qu'on avait l'impression quand même, j'avais cette impression là, que la période Covid, la période maladie était passée et qu'elle avait retrouvé des bonnes sensations sur les skis. Parce que c'est vrai qu'en Allemagne, ça avait été un petit peu compliqué sur les skis. Elle faisait des bons tirs, mais le temps de ski était souvent au-delà de la 15e place. Là, elle a réussi à faire vraiment des très très belles choses au niveau du tir, mais également sur les skis. Encore un 20 sur 20. C'est vraiment sa spécialité, je dirais. Avec un temps de ski, un temps de tir qui est posé. Donc c'est vrai que par rapport à Julia, il y a 30 secondes d'écart sur le shooting time. Donc ça fait un tour de pénalité, quasiment d'écart que sur la phase de tir. Donc c'est là-dessus où elle peut encore progresser, avec son temps de ski aussi. Mais aujourd'hui, elle montre que c'est l'une des meilleures biathlètes au monde actuellement. Et surtout que c'est l'une des biathlètes les plus fiables aussi, parce qu'elle se rate rarement. Lou Jean Monod, elle fait rarement des grosses craquades cette saison. Chapeau pour le moment ce qu'elle arrive à proposer. Et encore une fois, elle aurait pu vraiment également se mettre en difficulté parce qu'après l'Allemagne c'était difficile. Mais là, elle a réussi à retrouver une bonne condition physique. Donc très bon week-end du côté d'Antols. Troisième, les Heikki Gross. Elle confirme ce résultat du côté de l'épreuve individuelle court. Très bon quatrième tour, où elle finit troisième. Elle est plus rapide que les Françaises sur ce tour-là. Donc ça, c'est très 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 bien. Et puis, excellent temps de tir, parce qu'elle n'est qu'à 8 secondes, on va dire, de Julia Simon. Et encore une fois, Julia Simon a été impressionnante sur ses temps de tir. Il y a notamment un tir en 20 secondes sur le dernier debout. Donc là aussi, c'est très très bien. Et puis seulement un tour de pénalité. Donc très belle perf de la part de Lena Heikki Gross, qui a fait une très très belle semaine.
Vanessa Voigt, dommage encore une fois le temps de ski pour Voigt, mais c'est un petit peu ce qu'on dit régulièrement, c'est à Vanessa Voigt, si elle était un peu plus rapide sur les skis, c'est vraiment un domaine où il faut qu'elle travaille sur ses qualités physiques, parce que elle fait souvent, elle aussi, des 20 sur 20 aujourd'hui, mais sauf que comme son temps de ski est souvent, elle perd, là aujourd'hui elle perd une 12 sur le temps de ski. Donc une 12, c'est-à-dire qu'elle perd 25 secondes sur Louge en mono, à peu près. Tu vois, 25 secondes sur Louge en mono, c'est moins que l'écart qu'il y a à l'arrivée entre les deux. Donc tu vois que le podium était jouable, sauf que pour ça, il faut progresser sur les skis. Donc c'est vraiment le travail qu'elle va devoir réaliser l'année prochaine pendant l'intersaison, c'est améliorer sa technique en ski, améliorer sa condition physique dans ce domaine-là. Parce que sinon, le podium, ça sera toujours compliqué à aller chercher. Donc c'est dommage. Knoten, 46 secondes aujourd'hui. 2 fautes sur le debout. Mais bon, c'est tout à fait raisonnable, je dirais, sur une mass start où les pensées négatives peuvent être un peu plus importantes sur le debout. Donc quand tu fais une faute sur chacun des debout, je trouve que c'est un score qui est tout à fait correct. Donc c'est une course qui est plutôt bien maîtrisée de la part de Knoten. Surtout qu'elle évite la double faute. Donc ça c'est toujours ce qu'on n'aime pas trop du côté des coachs de tir. Donc course réussie du côté de Knoten qui confirme que ça fait partie des défis qu'on aura au championnat du monde à Novo Mesto. Pas de mauvaise semaine du côté de Knoten, du côté de cette semaine à Antolz. 6e, Vitozzi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Vitozzi sur le premier tour, mais elle arrive sur le pas de tir, elle est, je crois, 29e. Elle a perdu 30 secondes sur le premier tir. Avant le premier tir. Elle perd un temps fou avant le premier tir. Donc je sais pas ce qui s'est passé du côté de Vitozzi. Est-ce qu'elle a cassé un bâton? Est-ce qu'elle est tombée comme Johannes Beu aussi aujourd'hui qui est tombé? Je sais pas du côté de Vitozzi, mais elle perd énormément de temps avant dans ce premier tour. Pour vous confirmer ça, elle est 23e temps de ski sur le premier tour. Ensuite elle déroule. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur ce premier tour où ça conditionne aussi un petit peu sa course parce qu'elle n'a jamais été dans les skis des deux Françaises. Par rapport à Lou et Julia, elle n'a jamais été dans les skis de ces deux Françaises-là. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui lui a manqué à un moment, notamment dans la dernière boucle. C'est tout ce temps perdu à la fin du premier tour où elle était extrêmement loin. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin du premier tour parce que c'est dommage. Ça la met en difficulté. Elle se retrouve à 17 secondes à la fin du premier tour. Donc ça, c'est un petit peu dommageable pour Lisa Vitozzi. Anne Clive, 7. Course, c'est dommage la double faute, quoi. Enfin, les deux fautes sur le premier debout. Après, je trouve quand même que les jambes sont meilleures pour Anne Clive que sur certaines courses en Allemagne, où on sentait qu'il y avait un coup de moins bien du côté de la Norvégienne. Je trouve qu'elle a retrouvé une bonne condition physique. Gilon, excellent. Le passage en IBU Cup lui a fait beaucoup de bien, Gilon. Contrairement à Chloé qui, elle a été plus en difficulté et qui a décidé de faire une pause pour le moment dans sa carrière. C'est sûr que c'est pas simple quand tu montes en Coupe du Monde, que tu redescends en IBU Cup. Mais Gilon, elle a saisi cette chance pour tenter de dominer en IBU Cup. Elle avait été très performante en IBU Cup sur les premières courses du mois de janvier. Là, elle confirme avec un très bon temps de ski. Elle est 5e temps de ski aujourd'hui, Gilon. Donc c'est très très bien. Elle est devant Julia Simon, devant la plupart des concurrentes étrangères. Donc c'est vraiment un très bon temps de ski de la part de Gilon. Donc 55 secondes, c'est vraiment pas mal. Justine Brezaz, c'est dommage, il y a un peu trop de fautes sur le tir. Par contre, on avait des petites inquiétudes, encore une fois, parce qu'elle est tombée malade en début de semaine. C'était pas top sur l'individuel court, parce qu'il y avait eu des fautes et sur les skis, c'était pas bon. Là, aujourd'hui, elle fait 2e temps de ski. Elle colle quand même 30 secondes à toutes les autres filles, donc sauf Lampitch. Et après, c'est dommage, c'est cette faute en trop sur le debout. Sur le deuxième debout, la deuxième faute, elle fait mal. Parce qu'elle réussit à blanchir la cible 1, 3, 5. Donc c'est la 2 et la 4 qu'elle n'arrive pas à blanchir.
C'est la deuxième qui fait un peu mal pour Justine. Après, le niveau du temps de ski, c'était bien. Elle a tenté de faire la sélection à la fin du premier tour aussi. Parce qu'elle a tenté dans le premier tour de faire une petite sélection. Et on voit que sur les temps de ski, bon, à part sur le dernier tour où elle a un peu explosé, mais ça, je pense, parce qu'elle finit à 15 secondes sur le dernier tour. Ça, je pense, c'est parce que, voilà, un petit peu malade encore. Donc, voilà, il faut retrouver la caisse. Mais sinon, elle a fait une très belle course. Emi Bazerga, 10e, avec un 19 sur 20. Donc ça, c'est bien pour la Suissesse. Une erreur seulement sur le debout. Elvira Heuberg, c'est fou. Elvira Anna, 18 sur 20. Donc au niveau du tir, bon, c'est dommage, c'est que ça, à chaque fois c'est une double. Elvira, elle se plombe d'entrée et Anna, c'est sur le premier debout. Mais jamais dans le coup sur les skis. Moi je pense vraiment que c'est un souci physique parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça chez les Suédoises. Anna, ça fait quand même depuis quelques courses qu'elle traîne une méforme. Elvira, c'était déjà pas top sur l'individuel court. C'est pas très rassurant avant les championnats du monde, mais j'ai envie de dire, c'est assez récurrent quand même chez les Suédoises d'être très fort à Östersund et sur la première partie de saison et d'être de moins en moins performant à l'approche des championnats du monde. Donc j'espère qu'elle va retrouver une bonne condition physique là avec ces 2 semaines de pause avant les championnats du monde. Mais c'est vrai que c'est pas très rassurant. Temps de ski aujourd'hui pour Elvira et Anna. Hop, 16 et 14. Donc il y a quand même pas mal de monde devant. Donc c'est vraiment pas top pour Elvira qui... c'est dans le deuxième tour qu'elle fait un très mauvais temps. Elle est à 26 secondes sur le deuxième tour. Alors que Anna Heuberg, elle explose un peu dans le dernier tour aussi. Les 2 derniers tours sont moins bons que les premiers pour Anna Heuberg. Donc ça montre peut-être une méforme quand même persistante du côté d'Anna Heuberg. On redescend le classement. Lampic 14, bon, encore une fois, le jour où elle arrivera à mettre les balles dans les cibles, elle sera championne du monde. Lampic, bon, voilà, 6 fautes, c'est sûr que c'est beaucoup trop sur une course comme ça. Sophia Schneider, 16e. Bon, là encore une fois, le problème des Allemandes, c'est le temps de ski. Tendrevold, week-end compliqué, Tendrevold, quand même. Entre hier, 3 balles de pioche, c'était pas fou non plus, son individuel court. Là aussi, 4 erreurs aujourd'hui pour Tendrevold. Ça n'a pas été une semaine facile pour la leader de la Coupe du Monde. Il va falloir, on verra ça même, que ça s'est resserré au classement. 9e temps de ski, ce qui est pas catastrophique, mais elle a du mal à finir aussi. Elle est 14e sur le dernier tour et 8e sur l'avant-dernier tour. Surtout, j'avais l'impression qu'elle n'arrivait pas à changer de rythme, Tendrevold, qu'elle avait vraiment beaucoup de mal à accélérer du côté de la Norvégienne. Et ouais, le temps de tir est pas bon déjà, parce qu'elle perd 30 secondes sur le temps de tir, par rapport à Julia Simon notamment. Et surtout, encore une fois, pas mal d'erreurs, donc ça c'est un petit peu compliqué. Sophie Chauveau, là aussi, trop d'erreurs pour Sophie. Encore une fois, là j'ai envie de dire, c'est même pas trop le tir debout, parce qu'elle en fait quand même 2 sur le coucher. C'est frustrant parce qu'il n'y a pas un 0 pointé sur un des tirs, donc c'est vrai que c'est une performance en demi-teinte du côté de Sophie. Le temps de ski est très bon, 3e temps de ski, donc il n'y a que Lampic et Justine Brezas qui sont devant. Sur le tir, il manque encore une fois cette régularité sur le tir, notamment sur le debout, mais là même aujourd'hui sur le coucher, il y a quand même 2 erreurs. Bon, c'est à elle de travailler là-dessus. Elle connaît son point faible, Sophie, donc ça c'est quand même l'avantage. Elle le travaille à l'entraînement, ça c'est aussi très bien. Bon, pour le moment, elle manque de régularité dans ce domaine-là. C'est à elle de continuer de travailler et puis peut-être de voir quelle méthode d'entraînement on peut modifier, on peut adapter du côté de Sophie Chauveau. C'est ce qui lui manque aujourd'hui. Ce qui est frustrant avec Sophie Chauveau, c'est ça, c'est que les temps de ski sont excellents. Il y a un vrai progrès par rapport à l'année dernière, où déjà elle était bien, mais là elle est vraiment tout le temps dans le top 10 depuis le début de saison. Il y a quasiment très peu de courses où elle était en dehors du top 10 au niveau du temps de ski. Mais toujours ces erreurs sur le tir. Et c'est frustrant parce que avec les temps de ski qu'elle réalise, aujourd'hui 18 sur 20, elle est sur le podium. Mais
il y a ces 5 erreurs, ces 3 erreurs en trop pour moi, qui fait que elle peut pas être sur la cérémonie des fleurs. Donc c'est ça qui est frustrant. Gasparine, Magnusson, Brorson, là encore en état de forme qui est pas terrible. Davidova, on pensait qu'on l'avait retrouvé. Aujourd'hui 6 fautes. C'est compliqué pour Davidova depuis le début de saison et je pense que ça doit commencer à l'inquiéter parce que ça se rapproche fort. Tomingas nous a quand même fait un 5 sur 5 au niveau des fautes sur le dernier tir. Et puis Idaline et Skogan, par contre, ça a été très compliqué. Ça a même été la croix et la bannière. Avec 6 fautes pour Idaline et Skogan, on a fait 7 aujourd'hui. Et puis Vobornikova, elle a fait 2, 2, 2 et 3. Donc ça fait 6 et 3, 9 fautes. Donc seulement un 11 sur 20. Très mauvais score. On passe tout de suite, pour finir, aux différents classements de la Coupe du Monde. Eh bien, Tendrevold est en tête, mais l'écart s'est réduit avec Justine Brezas-Boucher. Donc 719 contre 689 points, c'est-à-dire qu'il y a seulement 30 points d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Lisa Vitozzi, toujours là. Lisa Vitozzi, très régulière. Il n'y a pas forcément énormément de victoires, mais elle est régulière depuis le début de saison. Toujours là. Julia Simon, elle remonte grâce à l'enchaînement des performances. Elvira Huberg, elle descend un petit peu. Lou Jean Monod, qui reste à 120, 130 points, donc ça c'est pas mal encore. Et puis surtout 6e. On retrouve ensuite Lena Ikigros qui a fait donc une grosse semaine et qui se retrouve 7 devant Franziska Preuss, Knoten, Vanessa Voigt. Anne Clive remonte aussi un petit peu devant Mona Brorson. Anna Huberg seulement 13e. C'est compliqué en ce moment devant Etich, Lynn Persson, Magnusson, Lampic. Sophie Chauveau 18e avec 244 points, mais ça pourrait être plus haut encore une fois du côté de Sophie. Davidova seulement 24e. Donc elle est limite à chaque fois pour se qualifier. C'est-à-dire que du côté des filles, on est sûr d'avoir Julia, Lou, Justine sur la Mastart des championnats du monde. Sophie, normalement, elle doit faire des bons résultats et être capable de rentrer dedans. Dorothée Avireur, 28e, mais aujourd'hui elle n'a pas participé à la course. Gillian Guigona rentre dans le top 30, et ça c'est très bien pour une première saison, en sachant qu'en plus c'est même pas une saison où elle a fait que de la Coupe du Monde. Et puis Jeanne Richard, 36e, devant notamment des filles comme Passler et Komola déjà, et devant Grossian. Donc ça c'est très très bien. Et puis donc les Chevaliers toujours 54. On redescend pour les garçons. Johannes Beu est en tête avec 806 points, mais pas encore 100 points d'avance sur Johannes Dalleux et Tarier-Beu qui sont juste derrière. Christiansen va bientôt franchir le cap des 600 points. Il est devant Stromsheim et devant Sturla qui est toujours 6e homme. On retrouve ensuite Ponzilioma. C'est dommage les erreurs régulières de Ponzilioma parce qu'il pourrait être à plus de 500 points faciles et même à 600. Devant Bénédicte Doll, qui aussi manque de régularité, puis Johannes Kuhn et Tommaso Giacomel en tête du classement du maillot bleu. On retrouve ensuite Philippe Navrat, Strello, Samuelson, Stadler. Il n'y aura donc que Emilien Jacquelin qui est assuré de participer à la Mastart des championnats du monde. Pour tous les autres Français, il faudra faire des bons championnats du monde pour pouvoir participer à cette Mastart. On a donc Quentin Fillon-Maillet 16, Éric Perrault 17, Fabien Claude 19 qui commence à vraiment dégringoler dans le classement. Il est juste devant Swerum. Et puis ensuite on retrouve Antonin Guigona qui est 34e du côté des Français. Oscar Lombardo 43e pour le moment. Nous on se retrouve quand? En février. Pour les championnats du monde, ça c'est sûr. Les championnats d'Europe, je ne sais pas encore si je vais les faire. Si j'aurai le temps de les faire, on verra la semaine prochaine. Mais il y aura les championnats du monde, ça c'est sûr, du côté du biathlon. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!